Bonjour à tous, comme c'est le cas chaque jour, presque chaque jour, et en direct à l'approche du premier tour des législatives, la Provence mène le débat démocratique circonscription par circonscription. Ce matin, nous sommes dans la 14e des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire le centre-ville d'Aix-en-Provence, mais aussi toute la partie orientale du pays d'Aix. Alors beaucoup de communes, on ne va pas toutes les citer, mais il y a Vauvenargues, Venelle, Fuveau, le Puy-Saint-Tréparade, Châteauneuf-le-Rouge, Puy-Loubier, Traits, Peigné, ça va jusqu'à Saint-Paul-les-Durances. Et la députée sortante de cette circonscription, c'est Anne-Laurence Petel pour la majorité présidentielle. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes avec nous sur ce plateau en compagnie de trois de vos challengers. Michel Boulan pour les Républicains. Bonjour. Hélène Lecacheux pour la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Bonjour madame. Bonjour. Emeline Koch pour le Rassemblement National. Alors je tiens à préciser que par souci de clarté des débats, la Provence a fait le choix d'inviter les 4 principaux candidats de cette 14e circonscription. Un poids politique déterminé par plusieurs critères, les résultats de la présidentielle, l'implantation politique dans le secteur, ainsi que l'historique des députés sortants. Mais je vous donne la liste des autres candidats de cette circonscription. Ils sont 12 au total. Voici donc les autres. Rémi Bourgarel, Charlotte Debuchère, Cédric Long, Anne Roche, Valérie Michon, Fabrice Bonin, Alain Cavasian et Cathy Calbé. Bonjour Caroline Richard. Bonjour Nicolas. Vous êtes journaliste à l'agence d'Aix et vous suivez de près l'actualité de ce territoire et l'actualité politique de cette circonscription. Vous allez interroger les candidats sur différentes thématiques. On y va pour la première question, Caroline. La première thématique, bonjour à toutes. Bonjour. Ce sera l'environnement. Ma première question sera pour vous, Madame Petel, en tant que députée sortante. La 14e circonscription est un territoire à la fois rural et urbain. Il englobe notamment le grand site Concors-Sainte-Victoire. Emmanuel Macron avait suscité beaucoup d'espoir lors de sa première élection sur le thème de l'environnement. Beaucoup d'espoirs qui n'ont pas duré longtemps. Comment faire bouger les lignes pour ce deuxième mandat ? Alors déjà, merci de cette question parce que ça va me permettre de clarifier une chose, c'est qu'en termes de développement durable et d'écologie, on a fait beaucoup pendant ce mandat. Alors je sais que ce n'est pas ce qu'on entend, mais oui, on a fait beaucoup. On a par exemple augmenté de 30% les espaces maritimes et terrestres protégés. On a baissé considérablement de 12% les émissions de gaz à effet de serre, 2 fois plus que dans les quinquennats précédents. Ça, c'est une réalité. On a 700 000 logements qui ont été rénovés. Et ça, c'est extrêmement important parce que la rénovation énergétique, c'est à la fois une priorité sociale, mais aussi une priorité écologique. On a distribué 1 million de primes à la conversion pour les véhicules, pour s'affranchir justement des énergies fossiles et aller vers des véhicules plus verts, plus électriques. Je vous rappelle quand même que le plan France Relance, qui a été lancé l'année dernière, à 30% de ce plan était réservé aux énergies vertes et au développement durable. Aujourd'hui, par exemple, très récemment, vous avez entendu la présidence française de l'Union européenne, eh bien, elle va vers une taxe carbone aux frontières et vers des clauses miroirs en matière d'agriculture qui permettront que ne rentrent pas en Europe des produits qui ne sont pas aux normes européennes. Tout ça, ce sont des actions au niveau écologique. On a eu 2 grandes lois, la loi anti-gaspi pour une économie circulaire, la loi climat et résilience. Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant mon mandat sur le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire sur la protection des terres agricoles. Et j'en ai fait effectivement mon mantra, et je le dis tout le temps, ces terres agricoles, il faut les protéger pour la souveraineté alimentaire, mais aussi parce qu'elles sont des puits de carbone et parce qu'elles vont nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. Dans la circonscription de la 14e, comme en France, mais surtout dans cette circonscription et dans ce département, la lutte pour les terres agricoles est vraiment une lutte majeure. Allez, on passe à une deuxième question, Caroline, pour M. Boulan. Oui, M. Boulan, avec votre expérience de maire, Oui. Quelles sont les mesures de Châteauneuf-le-Rouge ? Quelles sont les mesures que vous privilégiez, vous, à titre local ? Oui. Et quelles sont ces mesures qui pourraient être portées, à juste titre, au niveau national ? Alors c'est intéressant comme question parce qu'en réalité, ces mesures, je les ai déjà portées. Porter encore, c'est un peu restrictif, je les ai déjà réalisées. Moi, je veux bien défendre les terres agricoles, ça mérite d'exister. Et puis, c'est pas nouveau, ça date pas de la dernière mandature. Mais dans ma commune, je me suis servi de Châteauneuf, et pas que moi, j'ai mon équipe municipale avec, et j'ai associé énormément d'habitants à cette démarche. Nous avons entamé une démarche peu commune en 2018, c'était la souveraineté alimentaire.
Et donc vous voyez que quand on s'est engagé dans ce processus, on a réfléchi, on a beaucoup travaillé et on y est arrivé. Et ça, je suis la première commune en France à l'avoir fait avec une organisation publique. La première commune de France, je dis souvent première commune bio de France, mais ça, c'est pas des textes, c'est pas la loi résilience climat, c'est de la réalité. J'ai pas besoin de texte, moi, pour agir. J'ai juste la volonté et la passion souvent, et puis le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur Châteauneuf aujourd'hui ? On ne s'est pas arrêté là, mais je vais vous donner une indication quand même peut-être pertinente, c'est que aujourd'hui, j'essaye de démontrer que ce qui a été fait sur ma commune peut être fait à un autre niveau. Et au niveau national. Demain, la volonté du chef de l'État, tant mieux, il commence à s'y mettre, c'est, dans son second mandat, d'arriver à créer une grande loi sur la souveraineté alimentaire. Pas que celle liée à l'international, avec l'Ukraine, mais sur le local. Nous l'avons déjà fait. Qui mieux que moi pour arriver à travailler un texte et proposer des choses qui sont déjà mises en pratique. Alors, ce n'est pas rien parce que, un mot là-dessus, nous l'avons fait avec du public. C'est-à-dire que je n'utilise pas, je dirais, des contractuels à l'extérieur. Je n'utilise pas des agriculteurs qui seraient venus avec des anciennes méthodes qui utilisent malheureusement assez souvent, et je sais pourquoi aujourd'hui, encore du glyphosate sur les cultures. Mais nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, de pas commun. C'est que je n'ai pas utilisé pour faire ce programme de terres agricoles. Oui, c'est bizarre, hein. Moi, j'ai déjà mis, avant la loi climat et résilience et climat, et oui, je n'ai pas utilisé de terres agricoles. Je me suis... Concrètement, qu'est-ce qui a été fait, j'ai utilisé des terres naturelles et qui auraient pu devenir constructibles, et je les ai utilisées pour produire alors, du maraîchage, c'est du maraîchage bio, en circuit court, qui bénéficie à tous les enfants de la commune, aux plus âgés aussi, et maintenant, depuis cette année, une année et demie, à toute la population. Allez, on continue avec une autre question. Pour Madame Lecacheux, sur cette thématique de l'environnement, qu'est-ce qu'un Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, changera ou pourrait changer ? Déjà, il faut partir d'un principe. Le 5 mai cette année, on était le jour du dépassement. Ça veut dire que le 5 mai cette année, en France, la France a consommé plus que ce que la Terre en un an peut renouveler. C'était il y a 3 ans, au mois d'août. Ça veut dire que le temps s'accélère et qu'il y a une urgence. Alors, pourtant, parce que le paradoxe, c'est que l'écologie, c'est aussi un temps long. Il y a donc 2 choses à faire en même temps. La première, c'est la planification écologique, celle qui organise dans le temps la bifurcation écologique, celle qui va nous permettre d'appliquer la règle verte. Et cette planification, c'est simple. Au départ, c'est un décret, en fait une loi cadre qui met en place ce processus de planification de façon démocratique, parce qu'il faut associer toujours les acteurs, que ce soit les citoyens, les ONG, les entreprises et ainsi de suite, et qui coordonnent le local et le national. On ne peut pas avoir une succession de choses locales qui se font les unes à côté des autres si ce n'est pas coordonné de façon nationale. Or, en 3 ans, ce qui s'est passé, c'est quand même assez inquiétant. D'un point de vue plus direct, il y a des choses qui sont engagées aujourd'hui qu'il faut stopper directement et tout de suite. Et ça, on peut le faire aussi, le glyphosate. Alors le glyphosate, bien entendu, on sait que ça a des conséquences pour les agriculteurs qui vivent de ça. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir pour permettre à ces agriculteurs de faire cette transition pendant ce temps court, plutôt que de faire des moratoires et de laisser encore quelque temps les jeunes souffrir et mourir de cet engrais et de ce pesticide? Ça, c'est une première chose. On peut aussi envisager, donc, sur le temps court, tout de suite faire un moratoire, en tout cas stopper les activités, les grands travaux inutiles, enfin, à la frontière de la 14e circonscription, on a la ZAP, des terres humides qui sont aujourd'hui en danger pour construire quoi? Des bâtiments, des locaux. Donc c'est quand même une aberration aussi là-dessus. Et puis donc le temps long, j'ai dit la planification écologique, ça veut dire adapter les métiers et ainsi de suite. Allez, toujours sur l'environnement. Pour Madame Coche, maintenant. Les éoliennes qui ont été installées dans le périmètre de Sainte-Victoire ont fait grand bruit. Quelle est votre position par rapport à cette polémique? Est-ce que vous estimez que c'est une énergie qui peut rester pertinente à l'avenir? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'énergie éolienne puisse être pertinente à l'avenir, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on a de nombreuses études qui visent à prouver qu'elle est néfaste sur beaucoup de points, et notamment sur la biodiversité. Après, il y a aussi une question qui est finalement essentielle, surtout sur notre territoire, c'est aussi l'aspect de notre territoire, puisqu'on a un très beau territoire. On a cette chance-là. Il y a aussi l'aspect esthétique à garder. Et d'autant plus que sur la question des éoliennes,
Elle nous oblige aujourd'hui, on le voit encore plus avec les problèmes qu'on a avec le gaz, à garder des énergies alternatives pour pallier à l'alternance de l'éolienne. De fait, je pense qu'il faut vraiment revoir ce mix énergétique dans une vision à plus long terme et cesser avec cette transition énergétique sur le tout éolien. Il faut viser sur de plus larges domaines. Elles sont là, elles sont en place. Ça veut dire que vous, députés, vous vous battrez pour qu'on les démonte? On en parle plus? Moi, je pense qu'il faut d'abord déjà avoir un moratoire sur l'extension du parc éolien. Et après, tous les parcs éoliens qui peuvent arriver en fin de vie, voire à les démanteler, bien entendu. Je ne dis pas qu'il faut tout changer. Elles sont en début de vie, pour le coup. Celle-ci, oui, effectivement. Mais après, il ne faut pas non plus faire des dépenses extraordinaires et sur ce qui a déjà été fait. Il faut prendre le réel tel qu'il est. Je pense que dans une bonne gestion, on commence par le réel déjà. Et il faut faire avec ce qu'on a. Donc on ne peut pas tout changer en claquant des doigts. Par contre, on peut s'atteler à ce que l'avenir puisse nous permettre d'aller plus loin et de façon plus cohérente dans la gestion de nos énergies. On va enchaîner avec un autre thème. On a parlé environnement, on va parler de thèmes qui sont transverses en fait. L'habitat, le coût de l'habitat, les transports, c'est la vie quotidienne tout simplement, Caroline. Monsieur Boulan, le logement et son coût, c'est forcément une préoccupation majeure des Français. Aix est un exemple flagrant au niveau des prix, des loyers galopants, ce qui exclut non seulement les classes modestes, mais maintenant aussi les classes moyennes. Alors comment y remédier ? Alors, il n'y a pas de solution miracle. Vous savez que le logement, il concentre à lui seul toutes les facettes de la politique publique et aussi des réactions du privé. Et donc, cette concentration, à un moment donné, elle se retrouve à la croisée des chemins et forcément, on va relier cette affaire-là à celle de l'emploi, à celle de la mobilité, à celle aussi du bien vivre, parce que il ne faut pas oublier que vous parlez du logement, c'est 14,6 millions de Français qui vivent mal le logement, c'est-à-dire qui sont en déficience, que ce soit le confort direct, que ce soit la capacité à payer ses loyers. C'est aussi une question de philosophie plus générale. Le logement, vous voyez, il n'est pas compris, la cherté du logement n'est pas insérée dans le coût de la vie. C'est un signe quand même, ça fait plus de 20 ans qu'on fait des statistiques et on n'insère pas dans le panier de la ménagère le coût, ou du ménager, parce que finalement c'est un peu sexiste, mais c'est l'expression qui le veut, on n'insère pas cette considération. Donc le logement, c'est quelque chose qui ne se décrète pas et qui ne doit pas, c'est ça que je veux donner comme message, qui ne passe pas forcément par des lois élan, par des lois allure, qui ne passe pas par de la contrainte, mais qui passe par de l'intelligence commune. Si on ne fait pas travailler des acteurs du territoire, quels qu'ils soient, si on ne fait pas travailler aussi, si on n'associe pas aussi les usagers, parce qu'on peut considérer qu'il y a des usagers du logement, quand il s'agit du logement social, c'est une mission de service public, on passe à côté. Et quand on fait ça uniformément, quand on crée de la contrainte, on augmente aussi mécaniquement le coût de l'habitat. Je cite un exemple pour terminer. Vous avez cité, Madame la députée sortante, vous avez cité la fameuse loi climat et résilience de l'été dernier, d'été 2021. C'est bien d'avoir des idées comme ça, et c'est pas mauvais dans l'ensemble. Mais la contrainte qu'elle met en place me rappelle aussi ce qu'a été la loi SRU. Si vous incitez les maires, si vous les encouragez à construire du logement social, ils le feront. Moi, je le fais dans ma commune depuis des années. Je n'ai pas besoin d'incitation. J'ai du logement. Il n'est pas social parce qu'il n'est pas affilié à un organisme social. Mais le prix modéré que j'offre aux habitants et au premier accédant, il est social. Et donc, par conséquent, cette loi résilience, elle va contracter. Madame la députée, on était ensemble, je crois, à la réunion du BTP, de la fédération. Ils sont alarmés. Ils sont alarmés, il n'y a plus de constructions qui sortent, il n'y a plus de projets qui sortent. Et ces contraintes-là, pour terminer, elles vont mécaniquement faire monter du coût du logement, elles sont contre-productives. Alors, vous pouvez répondre sur le logement, si vous voulez, madame. Le logement, c'est extrêmement important parce que, effectivement, c'est une condition d'emploi. Et c'est aussi une condition, le logement, pour lutter contre le changement climatique. Parce que le logement fait partie, l'habitat fait partie des plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Et puis, on a beaucoup d'habitats indignes. Et plus une famille va être pauvre, plus elle va mettre d'argent dans son logement. Donc, nous en avons fait une priorité du mandat, transport et logement. Et je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec monsieur. La loi SRU, elle est très importante. Parce qu'elle dit quoi, cette loi SRU ? Elle dit qu'il faut qu'il y ait 25% de logements sociaux dans des communes de plus de 3500 habitants. Le Pays d'Aix est très mauvais pour les logements sociaux. On ne veut pas de logements sociaux en Pays d'Aix.
les amis de M. Boulan et qui est le candidat de Mme Pécresse ne veulent pas de la loi SRU. Le Sénat a voulu qu'on la détricote, cette loi SRU. Pourtant, est-ce que vous savez que 70% des Français sont éligibles au logement social? Ça veut dire que demain, vous faites du logement intermédiaire, vous logez une infirmière avec 2 enfants. Si elle est toute seule. Vous logez dans tous les conseils municipaux, un jeune couple. Tous les maires s'élèvent contre cette loi en disant très souvent, excusez-moi, une loi débile, parce qu'elle n'est pas tenable. Elle est tout à fait tenable, cette loi, si on en a la volonté. La preuve en est, c'est qu'il y a des maires qui la tiennent. Très peu. Il y a des maires qui la tiennent. On est dans un département où on n'a pas envie de construire pour des gens qui ont peu de moyens. Et pourtant, il va falloir le faire, parce qu'il ne faut pas les laisser sur le côté, ces gens-là. Il ne faut pas les laisser sur le côté. Ce qu'on a fait, nous, pendant le mandat, c'est effectivement aussi de travailler sur la rénovation thermique des logements. Ma prime rénov', par exemple, c'était extrêmement important. Quand vous avez un logement rénové, vous dépensez moins en électricité, moins en gaz. Donc, vous faites des économies. Quand on supprime la taxe d'habitation, on permet aux gens de se loger. Monsieur Boulan, il a augmenté de 78% la taxe foncière. Donc, pour se loger, c'est plus difficile avec une taxe foncière qui est la plus élevée du département. Voilà, vous avez la possibilité de répondre aussi sur le logement si vous voulez, pour rattraper un petit peu le temps de retard, si vous voulez, mesdames. Oui, Madame alors Coche. Quand on parle de logement intermédiaire, de ce dont vous parlez, il faut savoir que la plupart des Français, donc 65% des Français, sont éligibles aujourd'hui au PLUS, c'est-à-dire bien en deçà du logement intermédiaire. Aujourd'hui, on a une problématique du logement qui est exponentielle. Quand on parle de cette loi SRU, elle contraigne les maires et les collectivités à un rattrapage qui est aujourd'hui intenable pour certaines communes. Je pense qu'il faut laisser le pouvoir à chacune des collectivités d'adapter son logement, pour la bonne et simple raison que c'est le maire qui est, lui, la personne qui connaît le mieux son territoire, le mieux sa population, et qui pourra adapter à la fois son foncier et sa population à une même, dans une même optique de logement. Après, madame, elles fixent un objectif et les collectivités appliquent cet objectif. J'entends. On laisse finir Madame Coche, s'il vous plaît. J'entends, mais l'objectif doit être tenable par les collectivités. Une loi aussi, voilà, non, je ne pense pas. Après, une loi aussi forte que la loi SRU et aussi contraignante pour les maires, excusez-moi, mais les asphyxie complètement au niveau de la gestion de leur foncier. Madame Le Gacheux sur le logement, et ensuite on passe à la prochaine question. Il faut quand même rappeler que la 14e circonscription, plus de 60% de la population, enfin plus de 50% pardon, de la population vit dans les villages, 17 villages. On ne peut pas raisonner le logement si on ne raisonne pas le transport. Parce que ce qu'il se passe, c'est que beaucoup de gens sont... Ah bah ça tombe bien, c'est exactement la question que vous posez. Alors voilà, pollution, embouteillage, parce que les gens sont obligés de s'éloigner les choses vont ensemble. Voilà, soit on choisit. Alors parfois c'est subi, parfois c'est choisi. Les gens s'éloignent des grands centres métropoles pour aller vivre à la campagne. Pour un gain sur les loyers ou sur l'achat, évidemment, parce que c'est beaucoup moins cher. Sauf que l'organisation des transports publics est telle qu'à un moment donné, tout ce qu'ils ont gagné sur leur logement en termes de coûts dans leur vie au quotidien, ils le payent dans les transports. Vous savez que si vous n'avez pas un abonnement, faire Mérargues-Marseille, c'est 12 €. Vous devez aller faire une radio à la Timone, c'est 24 € aller-retour. Voilà où on en est aujourd'hui. Or, du coup, l'économie qu'on a fait sur son loyer, on la perd sur son transport. Ça veut dire qu'il faut absolument organiser les transports, absolument. 4 trains seulement à Mérargues. Il y a des lignes de chemin de fer qu'on peut remettre en état aujourd'hui. Il y a des gares intermédiaires qu'on peut remettre en état. Il y a des gens aujourd'hui dans nos villages qui sont assignés à résidence, qui ne peuvent pas sortir de leur village parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et souvent avec des centres-villes désertés. Donc le logement, il faut toujours le penser avec le transport. Très rapidement, M. Boulan, parce que vous avez un petit peu d'avance. L'illustration, les politiques nationales, c'est une chose, mais concrètement, nous, on existe sur le territoire. On ne vit pas dans un monde éthéré. Il y a le moyen pour un député, quand il est en charge d'une politique nationale aussi, d'influer localement. C'est ça mon débat. Et je vois que, par exemple, c'était votre article d'hier sur l'application de la nouvelle ANRU à Ancagnan. Je vois que ces projets, ils sont en rade, en cale sèche depuis des années. Ce sont des dossiers qui datent de 2004 à 2014. De 2016 à aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Et vous avez le Calendam notamment et la résidence de Méjeanne qui sont en train de prévoir, ça a été voté au conseil municipal d'Aix-en-Provence il y a moins de 48 heures, de prévoir une possibilité d'engagement entre 2026 et 2028. Alors pour quelqu'un qui est engagé sur le logement social, qui en fait l'alpha et l'oméga, et je suis concentré sur ce même sujet aussi, je dis que localement on peut aussi agir. Allez, on enchaîne avec la prochaine question, oui. Caroline. Justement, on parlait du coût du transport. Effectivement, on essaie de gagner par rapport au coût du logement, mais avec le prix du carburant qui est en train d'exploser,
C'est vrai que le pouvoir d'achat est complètement en berne. Madame Le Cacheux et ensuite Madame Petel, peut-être voulez-vous rebondir par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que les mesures gouvernementales sont suffisantes quand on voit le coût de l'inflation aujourd'hui? Mais à cet instant, non. Et d'autant plus que, en fait, c'est toujours la même chose. C'est des coups de godille. En fait, on réagit, on met un pansement, et on court derrière ce qui arrive. La réalité, c'est que cette inflation, on sait qu'elle va continuer à monter parce que tous les autres pays du monde sont une inflation qui est pourtant plus importante que la nôtre. Donc il va falloir qu'on bloque les prix sur de première nécessité, ça ne s'arrête pas que au transport, parce qu'un panier d'un ménager ou d'une ménagère, comme vous disiez tout à l'heure, c'est complet. Il y a le logement, il y a le transport, il y a la nourriture, il y a le prix de l'essence, tout ça va ensemble. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut effectivement bloquer les prix des carburants. Et ça, on le dit, c'est la première des choses qu'on mettra en place. Et le temps qu'il faudra pour pouvoir mettre en place des alternatives. Et les alternatives, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elles sont dans les transports communs, publics, vraiment. Madame Petel. Sur le pouvoir d'achat, il y a deux choses. Il y a l'urgence de l'inflation actuelle, mais il y a aussi tout ce qui est structurel. Depuis 5 ans, nous avons agi pour le pouvoir d'achat. On a quand même 26 milliards de baisse d'impôts pour les Français. On a supprimé la taxe d'habitation. C'était 600 € pour des ménages de gains sur la taxe d'habitation. L'augmentation de la prime d'activité, la baisse des cotisations salariales. On a augmenté le pouvoir d'achat des Français dans ce quinquennat, bien plus que sur les 2 précédents. Donc, on arrive face à une crise, qui est une crise mondiale, avec les reins beaucoup plus solides, y compris pour les ménages que pour l'État, puisque je rappelle que nous sommes tombés aussi à 7% de taux de chômage, et que pour nous, le pouvoir d'achat, il vient aussi du fait d'avoir un emploi. Nous en avons fait la priorité du quinquennat. Alors évidemment, pour l'urgence, nous avons voté un chèque énergie, un chèque alimentaire. Il y a eu le blocage des prix. Je veux quand même vous dire que sur les prix de l'énergie et du gaz en France, on a l'inflation la moins élevée. Je vous prends juste un petit exemple. J'ai un collaborateur, son oncle vit en Espagne. Il y a 6 mois, il payait une facture d'électricité 100 € par mois. Aujourd'hui, il la paye 220. On n'en est pas du tout et on est loin de ce niveau-là en France. Donc oui, on protège les Français avec des mesures conjoncturelles. Il va y avoir un projet de loi sur le pouvoir d'achat avec notamment une augmentation des retraites, mais aussi un chèque alimentaire et d'autres mesures. Mais nous avons aussi protégé les Français tout au long du quinquennat avec des mesures qui sont structurelles et notamment des baisses d'impôts. Je suis désolée, Madame Petel, mais moi, quand je communique avec les citoyens de la circonscription, je ne vois pas du tout une hausse du pouvoir d'achat. Ici, on est dans une problématique inflationniste, bien évidemment, mais qui risque de durer sur le long terme. On ne va pas pouvoir faire des patchs de chèques par-ci, par-là. Ce n'est pas possible. Concrètement, ce n'est pas vivable. Aujourd'hui, on a une problématique de l'essence. Vous le disiez tout à l'heure, quand on habite loin des centres d'activité, il nous faut la voiture. Ce n'est pas possible autrement, on ne peut pas faire autrement. Quand il faut aller chercher le petit à son club de foot, aller faire les courses, revenir au travail, il nous faut la voiture. On est d'accord. Donc effectivement, il faut baisser la taxation sur l'essence à l'heure actuelle. Et pas aujourd'hui. Elle est baissée de 18 centimes aujourd'hui. Oui, mais vous savez ce que je veux dire. Il faut la baisser à 5,5. On ne peut pas faire autrement sur la TVA. S'affranchir des énergies fossiles. Non, mais on a fait 1 million de primes à la conversion. On ne peut pas faire une écologie punitive sur des ménages qui sont déjà aujourd'hui. À partir du moment où vous ne vous affranchissez pas de la Russie, par exemple, le Front National, vous ne vous affranchissez pas avec ça. Des énergies fossiles. Non, mais on est sur une politique aujourd'hui qui est une politique d'urgence, d'accord ? Donc, je veux dire, on ne va pas faire des allégations sur qui est avec qui. Là, on parle des Français, on parle des citoyens français qui ont du mal à vivre au quotidien, d'accord ? Donc, effectivement, aujourd'hui, la voiture est nécessaire. On ne peut pas faire autrement, d'accord ? Pour mettre en place d'autres possibilités, bien sûr qu'il faut développer le transport, mais ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Il faut regarder la réalité en face. Alors, vous voulez que je vous dise une chose ? Quand Emmanuel Macron vient avec un plan pour la métropole et 1 milliard pour les transports dans ce département, c'est bien pour développer les transports en commun au bénéfice des usagers, parce que les élus locaux ne l'ont pas fait pendant 30 ans. Allez, on va s'arrêter entre vous deux. Monsieur Boulan, je voudrais avoir votre avis sur le pouvoir d'achat, justement, et les mesures qui sont prises actuellement peut-être par le gouvernement. Tant que je tiens la corde sur les élus locaux qui n'ont pas fait le job sur les transports, moi je vous parlais de votre travail quand on est député d'une circonscription. Sur ce milliard, ce que j'appelle le marché de dupes,
qu'on appelle l'habillage 1 milliard pour la métropole. Oui. En fait, c'est pas... Non, mais je vais en parler. Mais c'est lié à ça. Je ne peux pas laisser dire que les élus n'ont pas travaillé. Moi, les élus, je les fréquente tous les jours, depuis 30 ans. Je les vois travailler, quel que soit leur bord politique d'ailleurs. On s'est réunis sur ces sujets primordiaux. Et je vois que simplement le fléchage qui a été fait de ce milliard, je ne parle même pas de sa composition, je parle quand même de sa gouvernance, parce que vous êtes dans sa gouvernance, encore aujourd'hui, dans ce fameux comité d'intérêt public. Et ce comité d'intérêt public qui n'associe pas, je termine, qui n'associe pas tous les autres maires, considère qu'il a la possibilité de répartir et de proposer à Mme Vassal ce qui doit être bon pour le transport et la mobilité dans la métropole. Sur les 15 dossiers, sur le milliard, écoutez-moi, sur le milliard, vous savez combien est affecté au pays d'Aix, et donc la ville d'Aix, vous y habitez d'ailleurs, le Val-Saint-André, 2,5 millions d'euros. 2,5 sur 1000. Vous voyez ce que ça fait ? C'est pas le pourcentage. Ce sont les premiers projets qui ont été demandés aux élus et ce sont les territoires qui ont fait remonter leurs projets prioritaires. Ne refaites pas l'histoire. Ce sont les premiers projets qui peuvent être faisables très immédiatement. Sujet, je comprends. Et il y en aura d'autres. Terminez, M. Boulan, vous pourrez répondre, Mme Je termine parce que c'est important, parce que c'est ça le travail d'un député. Les lois, c'est une chose. L'amorce de ce milliard qui est nécessaire pour Marseille. Marseille est en déliquescence financière depuis plus d'une décennie. Mais c'est faux. C'est ça le faux-nez, c'est qu'on fait croire que c'est la métropole et en fait vous avez les 4/5 des projets qui partent sur Marseille, à part une liaison La Bouilladis au Bagne et un petit bout du côté de mer, l'essentiel c'est pour Marseille. Donc la réalité de ce dossier, vous n'y avez pas travaillé pour la localité, vous l'avez rappelé hier au GEPA. Je l'ai travaillé pour la métropole avec des maires. Terminez rapidement, M. Boulan. Moins de 20 secondes, vous l'avez terminé là-dessus. Vous n'avez pas osé dire au GEPA que vous aviez affecté 2,5 millions d'euros sur 1 milliard. Et vous considérez que finalement, sur Aix, j'ai l'enregistrement, on vit comme dans une île. On ne vit pas dans une île. L'île qui nous concerne, c'est la 14e circonscription, j'en bafouille tellement que ça m'a heurté hier. Donc je vous dis aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire, c'est réorienter sur votre circonscription. Le problème, c'est que vous avez toujours considéré les transports, vous pensez que les gens ne circulent pas. Moi, je l'ai vécu, ça, M. Boulan. J'ai travaillé pendant 15 ans à la Durane et je n'ai jamais pu aller d'Aix-en-Provence à la Durane en transport en commun. Jamais. Il y avait pourtant le territoire qui fonctionnait, la communauté d'agglo du Pays d'Aix. Oui. Aujourd'hui, les gens qui habitent le Pays d'Aix, les habitants du Pays d'Aix, ils vont travailler un peu partout dans la métropole. Et vous en avez qui viennent d'en dehors de la métropole et qui vont travailler à Aix, qui vont travailler à Salon, à Marseille, etc. Et il faut gérer les transports pour toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, c'est un premier pas qui a été fait. Ce premier pas, c'est-à-dire ce groupement d'intérêt public, et ces premiers montants qui ont été donnés, ils ont été donnés en fonction de projets qui étaient dans les cartons et qui étaient prêts à être réalisés. C'est pas de ma faute. Il y avait le si BHNS sur le Pays d'Aix, il n'y a pas d'études faites. 100 millions d'euros. Les études ne sont pas faites. C'est pas vrai. Les études ne sont pas faites. Donc c'est un choix qui a été fait entre Martine Vassal, entre le cabinet de la ministre et les élus. Moi, j'ai travaillé avec les élus. On a fait des réunions. Vous n'y étiez pas. On était tous ensemble. On a pris ligne à ligne. Mon travail de député, ça a été ça. De prendre l'article qui concernait dans la loi notre métropole. Je l'ai travaillé avec les différents élus. Nous avons fait un travail totalement transpartisan. Vous avez tous les parlementaires à la fois de la majorité et de l'opposition qui ont travaillé. Et nous avons travaillé pour le Pays d'Aix ensemble. On passe à la question suivante, Caroline. Sur la métropole, justement, on va essayer d'être assez bref. Allons-y. Au 1er juillet 2022, donc dans quelques jours, les conseils de territoire vont disparaître. Des compétences vont être redistribuées ou pas aux communes. Selon vous, sous quelle forme, sous quelle organisation territorialisée, tout cela devrait se remettre en route au mois de juillet, ou à la rentrée en tout cas? Écoutez, c'est une inconnue parce que... Je préfère un petit point sur le chrono, parce que voilà, vous êtes à 8 minutes, vous deux, et ensuite 4 minutes, donc vous avez 4 minutes de retard, mesdames, donc il va falloir essayer d'équilibrer tout ça. Je vous laisse répondre, M. Boulan, pardonnez-moi. Oui, rapidement, c'est le vice-président du territoire qui vous parle, et qui s'est investi d'abord dans l'environnement, dans les déchets, après dans l'éducation, et aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Ça, par exemple, c'est un exemple. On disparaît le 1er juillet prochain.
Et ce maillon-là, cet étage-là de proximité a été supprimé. C'est une bêtise énorme. C'était un maillage territorial qui existait, qui était efficace. N'en déplaise à ceux qui veulent tout renvoyer à la métropole. Un exemple, on ne sait pas ce que vont devenir tous les équipements sportifs du territoire après le 1er juillet. On ne sait pas qui va les gérer. Je trouve que c'est très très angoissant pour ceux qui animent ces clubs, qui y participent et qui investissent dans le sport. Madame Le Cacheux. Oui, de toute façon, la question de la métropole, vous pouvez développer, pour nous, vous avez du temps. Oui, mais bon, remarquez, c'est pas forcément le sujet sur lequel je préférais le plus développer, parce que la question de la métropole, pour nous, c'est un non-sens. Cette métropole, finalement, elle phagocyte tous les autres territoires, et tout est centralisé, et on a des zones qui n'existent plus parce qu'elles n'ont pas le rapport de force élu forcément à l'intérieur, et que les budgets sont pas répartis en fonction d'une petite commune qui est à un endroit ou à un autre, n'a pas le pouvoir de négocier avec la métropole, ou très peu. Tous les postes sont trustés et tout se partage de cette manière-là. Donc, de toute façon, alors après, c'est moi, forcément, la 6e République étant un projet qui nous tient à cœur, je peux y revenir un tout petit peu puisque j'ai 4 minutes, c'est la participation citoyenne. Et c'est pas en anonymisant, bon, vous avez compris ce que je veux dire, j'arrive pas à le prononcer, voilà, qu'on arrive à associer les citoyens en fonction de bassin de vie et non pas en fonction de normes, de frontières, de périmètres, de je ne sais quoi sur un territoire. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, autant je ne suis pas pour les strates de décision qui s'empilent, autant, effectivement, le maillage territorial est pour moi très important. Et je pense que c'est une réelle bêtise de perdre ce maillage-là. Pour la bonne et simple raison que, comme vous le disiez, la métropole capte à peu près tous les financements et les dispatche de façon souvent incohérente pour les citoyens lambda. Pourquoi ? Parce que quand on est loin du territoire concerné par la décision, on n'arrive pas à prioriser tout simplement les éléments qui sont importants pour la population. Alors, vous pouvez dire, bien sûr. Je termine juste là-dessus. Demain, il y aura une organisation territoriale, mais pas la même. Avec des pôles territoriaux. D'accord. Non, mais ce sont. Oui, alors, excusez-moi, mais le député, il laisse la possibilité aux élus locaux, et ce qui a été fait dans la loi, de décider de son organisation territoriale demain. C'est ce qui est écrit dans la loi. Juste une chose. Moi, je veux bien qu'on parle de transport et qu'on dise que les choses sont incohérentes. Expliquez-moi pourquoi, dans une circonscription qui est juste à côté, qui est la 11e, on a un conseil de territoire qui va cramer 47 millions pour faire un contournement routier, couper un village en deux, alors qu'on a besoin de 47 millions à aller chercher dans les transports. Donc, il y a des décisions qui sont assez incohérentes, qui viennent aussi des conseils de territoire. Et moi, ce que je veux juste dire, c'est que le groupement d'intérêt public, là où il est intéressant, c'est qu'en tant que député, j'ai demandé à ce que le monde économique et les usagers fassent partie de ce groupement et qu'ils décident avec les élus. Parce que ce qui était totalement oublié jusqu'ici, c'est que le monde économique n'avait pas son mot à dire et que les usagers n'avaient pas leur mot à dire. Mon rôle de député, c'est de les remettre dans le jeu. Madame Coche, vous vouliez intervenir. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, dans ces démarches de changement et de changement, c'est qu'aujourd'hui, le niveau décisionnaire change finalement de mesure en mesure, et on n'a pas un niveau décisionnaire périn, ce qui ne permet pas une programmation sur le long terme, tout simplement. Pas du tout. Ce sont toujours les élus, c'est les mêmes élus. Ils sont au conseil de territoire, ils sont à la métropole, c'est les mêmes élus. Vous savez très bien. Donc ça ne va rien changer, en fait. Voilà. C'est ça que vous dites. Ce sont les mêmes élus. S'ils arrivent à s'entendre, ça pourra changer. Mais le problème, c'est qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Des institutions pour travailler et pas simplement... Il faut surtout de la bonne volonté, des institutions, Monsieur Boulan, et pas la guerre permanente. Non, j'ai pas de guerre, moi je travaille. Allez, non, mais entre élus... On va passer on attaque la toute dernière partie de cette émission, Caroline. On va passer à des questions politiques. Donc, je vous l'ai dit, il y a des petits décalages de temps de parole entre vous deux et vous deux. Pardonnez-moi de vous pointer du doigt de la sorte, mais ça vous permet de voir que vous avez le temps de développer sur les questions qui vont arriver. Alors, je commence par Madame Petel. C'est pas grave. 2 de vos anciens alliés marcheurs en 2017, votre suppléant Dominique Sassoon et l'entrepreneuse aixoise Madame Versini, ont cette fois rallié le camp de Monsieur Boulan, candidat LR. C'est 2 épines dans le pied ? Non. Non, parce que ce sont 2 personnes qui ont très tôt quitté En Marche. L'une, Corinne Versini, parce que 80 animateurs locaux qui représentaient 500 adhérents ont fait une pétition pour qu'elle s'en aille.
Et donc depuis, elle n'avait plus rien fait ni pour le programme présidentiel ni pour le président Macron. Et puis, mon suppléant, que voulez-vous, il a changé 4 fois de parti en 4 ans. Donc je laisse cet opportunisme à M. Boulan. Je suis entourée de gens de conviction. Par contre, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que j'ai été profondément choquée et heurtée par les propos de Mme Versigny à mon endroit dans votre journal. C'était à la fois vulgaire, grossier. C'est pas la politique comme je l'aime. Et je constate quand même que M. Boulan, malgré ses propos vulgaires et grossiers et insultants, l'a choisie comme suppléante. Alors, M. Boulan, vous pouvez répondre. Je ne l'ai pas choisie pour ses propos, vous avez compris. D'abord, elle est venue à moi, parce qu'elle était candidate comme tout un chacun. Et puis, au dernier moment, elle s'est ralliée à mon panache, je ne sais pas, mais en tout cas, à la cause que je défends, c'est-à-dire d'être un député de proximité. Et ça, c'est ce qui a considéré, je pense, sa position. Et de retrouver finalement ce qui s'était délité au cours de ces 5 années de mandat. Chez les premiers marcheurs, le premier soutien de M. Macron, elle n'a pas retrouvé ce qu'il a animé en 2016 et 2017. Elle le retrouve chez moi. D'ailleurs, elle a été exclue de La République En Marche. Oui, mais ça n'exclut pas ce qu'elle pense réellement et son enthousiasme à avoir rejoint M. Macron dès 2016. Question à Mme Lecacheux, Caroline. Mme Lecacheux, oui. Vous partez à la bataille dans la 14e circonscription qui n'est pas vraiment, mais même pas du tout favorable à la gauche radicale. Vous pensez que cette alliance quasi historique, ça peut changer la donne ? C'est pas quasi historique, c'est historique quand même. Oui, évidemment que ça peut changer la donne. C'est-à-dire que la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle s'est faite sur une base démocratique et réelle. C'est pas des sondages, c'est pas des accords d'appareil, c'est rien de tout ça. L'élection présidentielle a amené Jean-Luc Mélenchon avec l'Avenir en commun en 3e position, très haut. Et pour autant, les uns et les autres, et chacun avec nos différences et nos spécificités, on a aussi entendu sur le terrain une volonté d'une union à gauche qui fasse le lien entre l'écologie, le social, autour d'un axe démocratique. Et c'était quelque chose que peu ou prou on retrouvait dans tous ces programmes. Sur la base de ce qu'ont décidé les électeurs à la présidentielle, on a fait une discussion pour un programme de gouvernement, pas un programme commun fixé sur lequel chacun va être le droit sur la couture du pantalon. Non, c'est pas vrai. À l'Assemblée nationale, les députés vont siéger les uns et les autres dans leur groupe. Tout ce qui est du programme qui a été travaillé en direction de nos concitoyens va être appliqué et on va effectivement voter pour. Ensuite, il y a toute une partie qui est encore soumise à discussion. Et cette partie qui est soumise à discussion, c'est l'axe démocratique, encore une fois, c'est qu'on va consulter les Français, on va discuter avec eux et sur les faire trancher sur les questions qui nous paraissent un peu compliquées. Ça, c'est un secret pour personne que sur le nucléaire, on n'est pas forcément tous d'accord dans ce programme. Et alors, les gens vont pouvoir y participer. Et de souveraineté énergétique. C'est pas un problème. Ne pas être d'accord sur le nucléaire est un problème énorme. Vous pouvez répondre ça n'est pas un problème, c'est juste, c'est un truc bizarre pour vous, ça s'appelle la démocratie. On peut demander aux Français de trancher. Quand on doit lutter contre le changement climatique, on doit faire des choix. N'est-ce pas ? Et la démocratie, c'est faire des choix. Madame Lecacheux, vous pouvez continuer à développer cette partie-là. En effet, les avis divergent. Oui, tout à fait. Et après tout, demandons aux Français de trancher. C'est quelque chose qui les intéresse et qui les concerne directement. Donc moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Ensuite, parlons d'inaction climatique, 2 fois, je crois, pour votre gouvernement. Non, je suis désolée, mais quand on a baissé de 12% les émissions de gaz à effet de serre, et 2 fois plus vite que dans les quinquennats précédents, on est le pays le plus décarboné d'Europe, quasiment. Ils se sont trompés, ou le deuxième pays le plus décarboné, et c'est grâce au nucléaire, en fait. Et il y a des emplois aussi liés au nucléaire. On a, sur la circonscription, un des plus grands chantiers internationaux d'énergie nucléaire sur la fusion nucléaire, qui s'appelle ITER. J'étais encore, il y a 1 mois et demi, avec mes collègues députés sur ce chantier, justement. Question politique encore, Caroline. À M. Boulan. Dans la 14e circonscription, au premier tour de la présidentielle, Valérie Pécresse n'a pas dépassé la barre des 5%, ce qui est un score là aussi historiquement bas dans cette circonscription. Sur vos documents de campagne, le logo LR n'apparaît pas. Donc, est-ce qu'il y a un lien ?
question bizarrement posée. D'abord, elle m'étonne toujours, c'est ce que je vous ai écrit tantôt lorsque j'ai fait ma conférence de presse sur ce sujet. En réalité, moi je m'étonne qu'on pose la question pour quelqu'un qui depuis le début est resté fidèle à ses idées et à son engeance politique. Donc là-dessus, moi j'ai jamais varié. Vous avez vu quand même qu'il y a eu quelques déperditions, quelques départs dans un sens ou dans un autre. Moi j'ai jamais répondu aux sirènes d'où qu'elles viennent. Et donc je suis un homme de droite et du centre, un républicain, un décentralisateur. Et j'espère que les électeurs ont bien compris de toute façon ce qui se passe, puisque je dépasse ce clivage-là. Et c'est pour ça que vous ne trouvez pas LR sur mes affiches et dans ma propagande. Parce que d'abord, j'ai été rejoint aussi par l'UDI. Pas un détail. Je suis européaniste. C'est pour ça que vous mettez le candidat de l'Union, de la droite. Exactement. Et du centre. J'ai été aussi rejoint par les centristes. C'est pas un détail. Je suis un pro-européen. Et je l'affirme. Et mes actions, même locales, en témoignent. Et par conséquent, après, j'ai encore élargi avec Madame Versini, qui est une ancienne. Non, mais laissez-moi terminer. Ce sont des gens qui sont là pour j'ai élargi donc avec Madame Versini, qui offre une offre politique différente. Et Monsieur Sassoon aussi fait partie. Son passé d'écologiste fait que finalement, je demeure aujourd'hui l'homme du rassemblement. Une question pour Madame Coche. Oui, Madame Coche. Ce sera la fin de cette émission. Pour être qualifié au second tour des législatives, il faut être dans les 2 premiers des suffrages exprimés ou faire 12,5% des inscrits. Vous visez quel score ? Alors moi je vise le score maximum, bien évidemment, parce que sinon je ne serais pas là. Après, moi je vise surtout le score que les citoyens peuvent nous donner. Parce que la réalité de la chose, c'est que vous parliez tout à l'heure d'engrenage politique, d'alliance, etc. Moi je suis fidèle à mon pays essentiellement et fidèle aux électeurs. Parce que concrètement, on est là aujourd'hui pour représenter les citoyens. Les tambouilles de partis, les alliances, tout cela est pour la plupart des citoyens complètement annexe. Et c'est ce qui d'ailleurs fait que la majorité des gens aujourd'hui se demandent s'ils vont voter. C'est quand même gravissime. On en arrive à ce point-là aujourd'hui. On arrive à des taux d'abstention phénoménaux. Pourquoi ? Parce qu'on est plus orienté vers qui s'est disputé avec qui que sur le sort des citoyens réellement. Donc aujourd'hui, voilà, moi je suis fidèle en particulier à mon pays et aux citoyens qui veulent bien me donner le mandat par lequel je pourrais les soutenir. On va s'arrêter là. Merci à vous 4 d'être venus sur ce plateau, d'avoir participé à ce débat. Rendez-vous donc le 12 juin pour le premier tour dans les urnes, évidemment. Et on se retrouvera peut-être ici pour une émission spéciale, évidemment. Vous serez peut-être parmi nous à distance sur ce plateau. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité, c'est toute la journée en direct sur laprovence.com. Prochain débat, ce sera demain à 18h en direct du Théâtre du Balcon à Avignon. Spécial Vaucluse en partenariat avec France Bleu. D'ici là, restez avec nous sur notre site web, sur notre appli, sur nos réseaux sociaux. Et puis, n'oubliez pas notre journal papier en kiosque. Voilà, lisez La Provence, on y tient plus que jamais. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.